Il a des traits marquants, racés, le TGV Atlantique. Depuis septembre 1989, les trains à grande vitesse français de la deuxième génération relient Paris aux villes atlantiques, Brest au nord de la Bretagne et Nantes à l'embouchure de la Loire. À partir de l'été 1990, ce seront la ville de Bordeaux et la région au sud jusqu'à la frontière espagnole qui se verront sensiblement rapprochées de la métropole parisienne grâce au TGV Atlantique. L'ensemble des 95 rames motrices est affecté ici, dans le dépôt flambant neuf de Châtillon, dans la proche banlieue parisienne, construit spécialement pour le TGV Atlantique. Dans l'atelier du matériel de Châtillon, équipé des technologies les plus modernes, tout est centralisé, du nettoyage des rames jusqu'à la surveillance technique et l'entretien du parc TGV Atlantique. Chaque train est constitué de 2 motrices et de 10 voitures intermédiaires. L'ensemble fait une longueur totale d'exactement 237 mètres et 59 cm. Quatre moteurs synchrones à courant alternatif sont installés dans chaque motrice, qui ont une longueur de 27 mètres et qui pèsent 68 tonnes. L'union faisant la force, ils totalisent la puissance énorme de 8800 kW ou 12 000 chevaux. En composition normale, le TGV Atlantique a un poids de 490 tonnes. C'est d'une grande légèreté pour les puissants moteurs qui permettent une accélération vertigineuse et, sur le nouveau tracé, une vitesse commerciale de 300 km/h. Lors de la tentative de record du monde de la 325, nous pourrons constater que le constructeur français Alstom a pourvu le TGV Atlantique d'énormes réserves. Les moteurs synchrones du train à grande vitesse fonctionnent tant sur courant continu que sur courant alternatif 50 Hz. Effectivement, les rames motrices carénées, élégantes, roulent aussi bien sur les nouvelles que sur les anciennes voies de l'ouest et du sud-ouest de la France. Elles sont donc toutes équipées de courants alternatifs en courant continu, leur permettant de passer sans accroc du courant alternatif monophasé 25 000 volts 50 Hz au courant continu 1500 volts qui circule dans le réseau traditionnel de la SNCF. La puissance des moteurs s'y abaisse toutefois de 8800 à 3880 kW. Le dispatching central ultramoderne du trafic TGV Atlantique a son siège dans la toute nouvelle gare de Paris-Montparnasse. Dans cette seule et unique pièce sont réunies toutes les fonctions indispensables pour la sécurité du trafic sur les lignes à grande vitesse. La commande et la surveillance à distance assistée par ordinateur de toutes les aiguilles et de tous les signaux de la ligne du TGV Atlantique, ainsi que l'alimentation électrique. Un autre facteur de sécurité extrêmement important est le système central de détection de boîtes chaudes. Si la température d'un essieu augmente anormalement, le train est arrêté automatiquement et la voie adjacente interdite au trafic. Un grand tableau synoptique de signalisation montre la position et la situation exacte des trains en service entre Paris et la côte atlantique.
Voilà, ils annonceront ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, notre rôle, c'est avoir un peu les gens. Votre projet, c'est d'une part de faire connaître Les régulateurs de circulation des trains disposent d'une commande à distance des itinéraires, leur permettant de manœuvrer d'ici les postes tout relais du tronçon qui sont sans personnel permanent. Évidemment, il y a une communication directe entre le poste de commandement et les agents de conduite par radio ferroviaire. Avant de débuter notre voyage de Paris vers la côte bretonne, nous voulons encore visiter le dépôt central du TGV à Châtillon. Comme nous l'avons déjà dit, absolument tout ce qui est nécessaire pour que les 95 rames à grande vitesse puissent être utilisées dans des conditions optimales de propreté et de sécurité est fait ici même. L'atelier central complexe disposant d'installations techniques sophistiquées, il est possible de limiter le temps hors circulation d'un train, par exemple pour le nettoyage intérieur quotidien, à seulement 1 heure au plus. Cela mérite respect, si on considère que c'est une rame longue de presque 240 mètres comprenant 10 voitures qui est à nettoyer intégralement. Nous nous mettons à la recherche du TGV Atlantique numéro 325, la rame motrice la plus rapide du monde. Nous avons appris qu'elle doit se trouver à Châtillon aujourd'hui. La raison, on la prépare pour une nouvelle tentative de record du monde qui doit avoir lieu demain, le 18 mai 1990. La voilà, la 325. La vitesse presque inimaginable de 510 km/h a déjà été atteinte par ce train extraordinaire il y a seulement quelques jours. Encore plus vite. Est-ce donc possible ? Cette superstar que l'on voit ici en train d'être lavée pour la rendre aussi aérodynamique que possible n'est pas une rame spécialement construite, mais bien une rame de série. L'aileron avant est l'une des particularités du véhicule sur rail le plus rapide du monde, qui s'apprête à battre son propre record. Au cours de ces tentatives de record du monde, la 325 ne traîne que 4 voitures intermédiaires. Son poids se réduit ainsi de 490 à 292 tonnes. Mais la puissance moteur reste inchangée. Encore une particularité, les roues des deux motrices ont un diamètre de 1050 mm. En service régulier, ce diamètre est de 920 mm. Cette différence de niveau de 130 mm entre motrice et voiture intermédiaire est très nettement visible. C'est dans la cabine de conduite de cette fusée que nous nous trouverons demain pour vivre la tentative de record du monde. À un peu plus de 500 km/h sur les rails, cette idée est fascinante. Mais avant ce grand événement, nous voudrions remémorer un autre record du monde établi également en France il y a 35 ans. Le 28 mars 1955, la locomotive à courant continu CC 7107, avec une charge remorquée assez modeste, réussit à atteindre la vitesse de 331 km/h sur le tronçon Bordeaux-Dax, long de 60 km, tout droit, comme tracé au cordeau, et plat comme le fond d'une casserole. À cette époque, ce fut une performance fabuleuse. Le 29 mars 1955, donc seulement un jour plus tard, la BB 9004 se mit en route sur le même tronçon. On peut penser qu'on ambitionnait de battre le record du monde de la CC 7107 établi la veille. Cette tentative ne fut pas couronnée de succès. À son tour, la BB 9004 atteignit exactement 331 km/h. Hasard ? Geste diplomatique des techniciens ?
Question sans réponse. Les deux machines partagèrent donc le record du monde de vitesse et devaient le conserver sans conteste pendant près de 26 ans. Que les caténaires eurent grand besoin d'être remplacés après ces performances, c'est lumineux dans tous les sens du terme. 320. On n'a qu'à regarder ce feu d'artifice. 330. Même record qu'hier. C'est ce train qui devint le successeur du duo célèbre, le TGV Sud-Est, qui est en service depuis septembre 1981 sur le nouveau tracé de la ligne Paris-Lyon, dont la longueur est de 417 km. Lors d'essais en ligne sur ce tronçon, avant le démarrage de l'exploitation commerciale, le train numéro 26 réussit à atteindre la vitesse de 380 km/h le 26 février 1981. Le TGV Sud-Est devint un succès commercial considérable pour les chemins de fer français. Entre septembre 1981 et fin 1989, 100 millions de personnes l'ont emprunté. Les 107 rames motrices avec 8 voitures intermédiaires, proposant 368 places assises en première et deuxième classe, transportent quotidiennement environ 50 000 voyageurs. Avec une vitesse commerciale de 270 km/h, le TGV Sud-Est couvre la distance entre Paris et Lyon en seulement 2 heures. Les 12 moteurs à courant alternatif des deux motrices ont une puissance cumulée de 6300 kW, environ un quart de moins que les 8 moteurs à courant alternatif du TGV Atlantique, plus moderne. Le record du monde du TGV Sud-Est resta en vigueur jusqu'au 1er mai 1988. Il fut alors battu par le Intercity expérimental de la Deutsche Bundesbahn, les chemins de fer d'Allemagne fédérale. L'ICE réussit la performance de 406 km/h. Ce précurseur des trains Intercity Express est pourvu des équipements techniques les plus pointus que le système rail-route puisse offrir actuellement. Ainsi, par exemple, il dispose de 3 systèmes de freinage, dont une nouveauté mondiale, le frein linéaire à courant parasite. Il fonctionne sans usure et est insensible aux conditions climatiques. Commandé par ordinateur, il coopère avec les 2 systèmes de freinage classiques, le frein mécanique et le frein électrodynamique. C'est lui le plus efficace du trio, et de loin. Contrairement au TGV Atlantique et TGV Sud-Est, chaque motrice ICE n'est équipée que de 2 moteurs à courant alternatif. Leur puissance totale maximale s'élève à 8400 kW. L'ICE, lui aussi, a d'ailleurs déjà roulé à la vitesse de 500 km/h, au banc d'essai à rouleau de la DB à Munich. Qui sait, peut-être bien qu'il réussira un jour sur un tronçon neuf d'un profil particulièrement adapté. Voici enfin le tour du TGV Atlantique numéro 325. Il s'agit donc de dépasser les 510 km/h.
roulant sur le tronçon flambant neuf Courtalin-Tours, la rame, composée de 2 motrices et 4 voitures intermédiaires, a déjà presque atteint le seuil de 500 km/h. La gare de Vendôme, vitesse 495, 17. 2 fois plus rapide qu'une voiture et moitié moins rapide qu'un avion. Cela ne s'applique plus à une vitesse aussi vertigineuse que celle-ci. 4 fois plus rapide qu'une voiture et presque aussi rapide qu'un avion. Voilà ce qui est plus exact. Il y a foule dans la cabine de conduite. La tension nerveuse extrême se lit particulièrement sur le visage du conducteur de ce véritable missile. En service régulier, l'agent de conduite n'est certainement pas assis à son pupitre de commande en proie à une telle concentration fébrile. Mais ceci est quand même une situation d'exception. Nous sommes dans un train qui vole littéralement sur les rails à une vitesse à couper le souffle et qui vient de franchir la barre des 500 km/h à l'instant même. « 515 km/h. Nouveau record du monde atteint. L'euphorie gagne tout le monde. RAS, Bogier, caisse. RAS. Tantôt. Le précédent record de 510 km/h de la 325 n'a pas été amélioré aussi nettement que la plupart des personnes présentes l'avaient espéré. Mais quand même, c'est un nouveau record du monde pour les véhicules à rail et un record réellement vertigineux. Ça se fête. Une fois de plus, le TGV Atlantique a prouvé qu'il est un train absolument extraordinaire. Coupez traction. On surveille. Imaginez C'est donc, pas terminé. nous parcourons presque 150 mètres à la seconde sur les rails. RAS, Bogier, caisse. Tandis que le champion du monde revient à la réalité, même si son allure est toujours à un très haut niveau, nous nous apprêtons pour notre voyage à bord d'un train régulier du TGV Atlantique qui nous mènera de Paris à la côte atlantique. Là, en bas, c'est notre train qui vient d'arriver en gare de Paris-Montparnasse. C'est à son bord, dans la cabine de conduite, que nous voyagerons vers l'ouest. La gare Montparnasse a été littéralement mise sans dessus-dessous pour l'aménagement des installations TGV à destination de l'ouest et du sud-ouest de la France. L'immense complexe est, dans sa grande majorité, totalement neuf. Les vastes travaux d'aménagement n'étant pas encore terminés, les voyageurs du TGV Atlantique, mais pas seulement eux, devront, pendant quelque temps encore, s'accommoder de beaucoup de vacarme et de bruit, d'interminables détours et d'énormément de poussière lorsqu'ils prendront le train ici. De plus, il fait encore bien sombre, lugubre, au niveau des quais souterrains du TGV. Mais dès la fin de l'année 1990, la gare de Paris-Montparnasse devrait se présenter dans toute sa splendeur. Ponctuellement, à la minute près, notre train quitte la gare la plus moderne et, une fois qu'elle sera terminée, la plus attrayante d'Europe. Chaque rame offre 485 places assises de première et deuxième classe. Au fait, il n'est pas possible de monter tout bonnement dans le train muni d'un simple billet. La réservation est obligatoire. Notre pur sang piaffe d'impatience, mais devra s'exercer à un petit peu de retenue pendant les premiers mètres. Une partie des voies autour de la gare Montparnasse est encore en travaux et la vitesse est donc ici limitée à 30 km/h. Dans le cockpit du TGV Atlantique, il y a, par principe, une seule personne. Monsieur Guyonarc est originaire de Nantes. Après 5 km, notre train passe devant son port d'attache à Châtillon. Alors que nous nous trouvons encore dans la couronne parisienne, nous pénétrons dans le premier des 7 tunnels de ce tronçon. Ils se suivent d'assez près et ont une longueur cumulée d'environ 10 km.
nous approchons du trou le plus long du nouveau tracé, le tunnel de Villejuste. Sa longueur est de presque 5 km et il est à voie unique. Nous y entrons à 270 km/h. Et déjà, nous sommes ressortis. Trucage au montage, évidemment. En temps réel, ce passage prend 66 secondes. C'est trop pour nous et certainement encore plus pour vous. Le premier arrêt sera au Mans. Peu avant le Mans, le nouveau tracé, d'une longueur de 176 km, se termine. Sa déclivité maximale est de 25 pour 1000 et il est réservé exclusivement aux rames TGV. Une branche en direction de Bordeaux, dont l'embranchement est situé à 50 km avant Le Mans, près de Courtalin, sera mise en exploitation à partir du service d'hiver des trains de voyageurs. C'est sur ce nouveau tracé que la 325 a établi son record du monde le 18 mai. Mais revenons à notre train. Non seulement la conduite du TGV Atlantique est effectuée par un seul agent, mais encore est-elle conventionnelle, donc manuelle, contrairement à l'ICE dont la conduite est entièrement automatisée. Notre train à grande vitesse longe pour la première fois l'autoroute A10. À partir d'ici, le tracé est presque parallèle à l'autoroute pendant 10 km. Il faut dire que c'est une sensation extraordinaire de voir comment le TGV, fonçant à bride abattue à une vitesse qui atteint maintenant les 300 km/h, laisse la concurrence là-bas littéralement sur place. Ici, le train démontre d'une façon réellement impressionnante sa supériorité sur l'automobile dans le trafic à grande distance, dans une Europe qui suffoque littéralement sous une avalanche de voitures. En dépit de sa haute vitesse, le TGV est d'une stabilité et d'une douceur très agréable. L'homme à l'arrière-plan est l'agent de conduite en chef, Denis Relier, qui est notre accompagnateur officiel au cours de ce voyage, où nous sommes copilotes dans le poste de conduite.
Monsieur Guyon-Varc est content. Nous sommes exactement à l'heure. Dans quelques instants, nous atteindrons la bifurcation du nouveau tracé vers Tours-Bordeaux qui sera mis en exploitation au mois de septembre 1990. Nous avons parcouru 130 km, il y a encore 81 km jusqu'au Mans, dont 52 km de nouveaux tracés. Environ 30 km avant Le Mans, le nouveau tracé débouche sur l'ancien. L'alimentation électrique changera à ce moment-là. Comme déjà cité, le courant est commuté de courant alternatif 25 000 volts au courant continu 1500 volts. La vitesse du train y sera réduite à 220 km/h au maximum. Maintenant, nous avons la voie traditionnelle sous les roues et sur le pantographe. « 54 minutes après le départ de Paris-Montparnasse, nous atteignons Le Mans. C'est une durée de trajet remarquable pour un parcours de 211 km. Et c'est également une durée de trajet qui permet à un nombre sans cesse croissant de gens de travailler à Paris et d'habiter au Mans, et vice-versa. Allez, en route pour Nantes. La distance entre Le Mans et Nantes s'élève à exactement 200 km. Ce vieux tronçon est rapidement parcouru par le TGV Atlantique à une vitesse commerciale située entre 180 et 220 km/h. Le Mans.
Le fait que ce tronçon soit très bien tracé, tout comme d'autres dans l'ouest et le sud-ouest de la France, et donc utilisable par le TGV à des vitesses relativement élevées, a incité la SNCF à limiter la construction de nouvelles voies à la seule liaison Paris-Le Mans, ainsi qu'à la bifurcation vers Tours. Le fleuve à gauche, c'est la Loire. Nantes n'est plus très loin. Nous arrivons en gare de Nantes. Le TGV Atlantique a bouclé le parcours long de 411 km en, grosso modo, 2 heures et quart. Et maintenant, chacun va comprendre pourquoi le TGV Atlantique s'appelle Atlantique. C'est que le week-end, et on est samedi aujourd'hui, certains de ces super trains poursuivent leur chemin au-delà de Nantes, sur environ 90 km vers l'ouest jusqu'à la côte atlantique. Leur destination est la petite ville balnéaire et de pêcheurs, le Croisic, comptant 4000 âmes et qui se situe au sud de la Bretagne. Le train à grande vitesse met exactement 1 heure pour ce parcours de seulement 90 km, plus longtemps que pour les 211 km de Paris au Mans. C'est donc en tortillard que le TGV Atlantique flâne tout doucement à travers ce charmant paysage. Le Croisic, terminus. Un spectacle assez curieux. Le TGV, avec sa longueur de 240 mètres, entre en gare d'une commune qui a seulement 8 fois plus d'habitants que ce nouveau venu a de places assises. 3 heures et quart pour relier Paris et la côte atlantique par TGV, 3 heures et quart pour 500 km. Même à ce niveau, le temps de parcours est encore tout à fait remarquable. Un nombre non négligeable de Parisiens profite maintenant du trajet rapide par TGV pour passer un week-end sans embouteillage au bord de la mer. Et puisque l'Atlantique nous a amenés à l'Atlantique, autant mettre cette occasion à profit pour faire une toute petite promenade à travers le pittoresque quartier populaire du Croisic. Enfin, pour donner la touche finale à ce tableau, laissons le grand large de l'Atlantique, lui aussi, se mettre en scène.
Et c'est ainsi que nous vous disons au revoir, chers amis de Eisenbahn Vidéo. Nous voulons donner encore 120 secondes de TGV Atlantique, au cours desquelles le train de voyageurs le plus rapide du monde se montre une fois encore à la hauteur de son image, un concentré de véhémence et d'élégance. Le monde des trains espère vous revoir encore.